cet échange, alors je vais m'asseoir, cet échange avec Pierre Véal. Alors, grande distribution, quelle expérience client imaginez aujourd'hui pour demeurer attractif? La grande distribution est en face d'un grand défi avec le numérique actuellement. Quand le client peut acheter et se faire livrer de canapé de son salon, qu'est-ce qui va bien pouvoir le faire venir en magasin? La fréquentation des hypermarchés s'érode, et lorsqu'on a un business model construit sur le volume, l'impact peut vraiment être lourd de conséquences. Donc, face à cette évolution des usages et des consommateurs, quelle expérience client imaginer pour continuer à attirer les magasins, les clients dans les magasins? Avec nous pour en parler de ce sujet, Pierre Véal, vous êtes directeur commercial de Mood Media France. Un petit mot sur Mood Media pour expliquer quelle est votre spécialité? Oui, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Mood Media, c'est le leader international et français de l'expérience client en lieu de vente. Il y a 63 ans, on a inventé le marketing sonore avec un client qui à l'époque ne s'appelait pas Monoprix, mais qui aujourd'hui est Monoprix, qui nous suit depuis 63 ans, avec la particularité d'avoir à la fois des single sites, c'est-à-dire le petit épicier à côté de chez nous, le restaurateur, l'hôtel, des grands headquarters, et puis des réseaux internationaux très développés. Un de nos plus gros clients à 4500 sites à travers le monde. Donc on est capable d'équiper et de pousser nos solutions chez ces clients-là. En chiffres, mais l'idée c'est pas de donner trop de chiffres, hein. Aujourd'hui, avec les solutions Mood Media, on est présent dans 50 pays à travers le monde. On a 150 millions de personnes qui sont en contact avec une solution Mood tous les jours à travers le monde. C'est 70 personnes dans notre hub créatif qui poussent et qui créent du contenu. Ça va du DJ, puisqu'un des ADN de la marque est la musique. On a inventé le marketing audio. Mais ça va aussi par les contenus digitaux, puisque évidemment l'évolution fait que le lien qu'on veut créer entre les marques et vos clients, ou les clients de nos clients, passe par aujourd'hui l'audio évidemment, mais la digitalisation du lieu de vente. Donc on pousse des écrans et le contenu à l'intérieur des écrans, les solutions olfactives. Notre troisième main ou notre première main aujourd'hui, qui est le mobile, on pousse évidemment, on donne la possibilité de donner accès à des informations sur les mobiles chez nos clients. Et puis on équipe en termes de sonorisation. Donc on a une vision à 365, puisqu'en fait on est présent chez nos clients 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Voilà. Mood Media est donc à l'affût des tendances dans le monde entier. Vous avez fait récemment une étude sur l'évolution de l'expérience client, j'allais dire de la préhistoire à nos jours, de l'invention des grands magasins en 1800 jusqu'en 2050. On a essayé ça, oui. Intitulé Retour vers le futur. Pourquoi? Ça veut dire que les grands magasins du 19e siècle avaient déjà tout inventé? Alors, on peut dire ça parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les premiers grands magasins se sont appuyés sur une révolution industrielle et sur une nouveauté technologique à l'époque, qui était l'électricité. Grâce à l'électricité, ils ont pu pousser et présenter des produits avec une gamme très très large de produits. Quand je parle de produits, ça va être de l'alimentaire évidemment, hein, jusqu'aux vêtements. Ils ont vraiment donné un accès complètement différenciant, c'est-à-dire qu'ils ont créé une émotion entre les clients et le lieu de vente. Il faut voir que juste avant ça, on était encore à l'époque des échoppes, et les échoppes, évidemment, ça se passait dans la rue parce que sans l'électricité, les gens ne rentraient pas, d'abord parce qu'ils avaient peur, il faisait sombre. Si on restait sur des systèmes avec des flammes, les boutiques pouvaient prendre feu. Donc on était sur un système un peu complètement différenciant. Donc oui, effectivement, sur cette base-là, on peut se dire ça. Ouais. Donc ces grands magasins, on a tous l'exemple du Bon Marché en tête, ont permis de rendre bon exemple, ouais. Autonome le client. Complètement autonome, donc en s'appuyant sur le fait qu'on pouvait faire des présentations, qu'ils ont choisi de passer d'une petite boutique à un lieu
très grand et sur lequel il se passait de véritables expériences que l'on retrouve aujourd'hui. Il y a des expériences qui ont été oubliées et puis que l'on redécouvre. On va en parler tout à l'heure avec les différents exemples qu'on va prendre. Mais très clairement, au Bon Marché en 1870, hein, donc on parle d'hier, mais d'hier il y a longtemps quand même, ces dames aimaient aller au Bon Marché pour passer un moment de vie agréable, pour se retrouver, pour pouvoir prendre une tasse de thé et ou un chocolat tellement tendance à l'époque, pour voir des défilés de modèles, pour se dire, bah là, voilà, comment je vais pouvoir m'habiller, pour découvrir en fait tous ces événements qui font que on restait plus longtemps au Bon Marché. Quand on reste plus longtemps, c'est agréable, on se donne rendez-vous là-bas, plus de personnes viennent, et du coup, bah, les ventes augmentent, quoi. Voilà. Et cette tendance-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, on la revoit vraiment quand elle a été oubliée par certaines marques. C'est une des tendances très très fortes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à différencier vraiment sa marque par rapport à une autre, et dans tous les domaines d'activité. Pendant longtemps, on a opposé, on va dire, dans la grande distribution et le retail. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette différenciation? Ben, ça, pour moi, non. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment une inversion de la courbe. C'est-à-dire que si on schématise vraiment les grands épiciers, les ancêtres de la grande distribution, et les merceries, les ancêtres du retail, on va dire, ont inversé leurs objectifs ou en tout cas se sont regroupés. C'est-à-dire que les grands épiciers, leur logique, c'était la gestion de stock, comment faire en sorte d'arriver à faire en sorte que la nourriture arrive, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit à peu près conditionnée, qu'elle soit présentée, bien présentée, tout ça. Et le retail était vraiment sur une notion de tendance, d'esprit de vie, magasin, lieu de vie. Le magasin en lieu de vie. Aujourd'hui, on se rend compte que les deux ont la même problématique, c'est-à-dire que aussi bien quand on est dans le retail, la gestion de stock, c'est devenu hyper important, c'est évident. Et la grande distribution, et c'est le focus qui nous intéresse le plus, aujourd'hui a vraiment intérêt à faire de leurs endroits des lieux de vie sur lesquels il se passe une véritable expérience et sur lesquels les gens ont envie de rester et même se disent tiens, on va là parce qu'il se passe ça. Deux petits exemples qui caractérisent bien ça, très très rapidement, je vais prendre deux marques françaises que à peu près, que je pense tout le monde connaît. Monoprix, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, il y a quelques temps, j'ai été faire des courses avec ma fille qui a 4 ans, donc c'est pas toujours facile, hein, on perd un peu plus de temps et tout ça, ça peut être agréable, mais bon. La dernière fois que j'étais dans le Monoprix à côté de chez moi, 2 jeunes femmes sont arrivées en me disant si vous voulez, on peut s'occuper de votre fille dans un corner qui a été fait. Et là, il y avait un corner de pâtisserie, donc il y avait des petites tartelettes qui étaient préparées, une espèce de composition de pâtes qui était déjà faite. En fait, on lui a demandé d'aller choisir les fruits qu'elle voulait, et puis une fois qu'elle a mis les fruits sur sa tartelette, de prendre plein de petits produits sucrés, décoratifs et tout. Donc en fait, elle est restée pendant une demi-heure. Évidemment, ils m'ont dit on vous appellera, ou en tout cas, il faut que vous alliez la chercher avant d'aller en caisse. J'ai bien compris pourquoi. Sur le moment, je me suis dit je vais gagner du temps et puis je vais gagner peut-être un peu d'argent, je vais éviter le corner jouet. Mais en fait, quand je suis arrivé, elle était hyper fière de me montrer la tarte. La tarte, on l'a prise, on l'a amenée à la maison, donc ça a fait un événement, évidemment. Maintenant, elle me suit à la cuisine partout pour faire de la pâtisserie avec moi, ou de la cuisine en tout cas. Mais surtout, je suis passé là, il y avait les produits, et elle m'a dit, c'est génial, papa, on peut faire ça à la maison. Donc en gros, les 10 € que j'ai économisés en jouets, peut-être, je pense que j'ai acheté 15 € de produits pour agrémenter les tartes. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'en ai parlé à des amis, d'abord j'en ai parlé à des amis, j'en parle à vous, donc je sais que si jamais je veux gérer mieux mon enfant et que c'est plus sympa, j'ai fait mes courses plus rapidement, j'étais en mode tranquille parce qu'on s'en occupait. Elle a vécu une expérience, moi aussi finalement, et je sais qu'il se passe ça. À côté de chez moi, j'ai 3 autres marques de grande distribution en ville. Je pense que je vais continuer à aller chez eux tant qu'il se passe ce genre d'événement. A contrario, Undies, donc dans l'univers du retail, qui était sur, on va dire vraiment une expérience client assez classique, à un moment, on se sont dit, nous, on a des petites boutiques. Donc la problématique de la gestion de stock dans une petite boutique en ville, elle est évidente. Et eux, ils ont croisé 2 tendances. Ils sont passés ils ont créé la Undies Machine,
donc, dont on a vraiment parlé en termes de marketing. C'était un coup marketing assez sympa. Et quand j'ai parlé avec le DG d'Indiz, il me dit oui, mais en fait, la partie immergée de l'iceberg, la partie marketing ou la partie expérience client, c'est un faux problème pour nous. C'est génial parce que ça marche. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une tablette tactile, vous tapez sur votre tablette, vous choisissez votre produit et là, il y a des tuyaux partout dans la boutique et il y a un système de pneumatiques. Vous voyez, en gros, c'est des petites culottes ou des dessous ou des caleçons qui volent à travers la boutique et qui arrivent chez vous, enfin qui arrivent devant vous. Donc vous êtes super content. Mais eux, c'est quoi leur problématique? C'est leur gestion de stock. Et grâce à la RFID, en fait, ils se sont dit, on a un stock tout petit. Dès qu'on tape sur l'écran, ça nous envoie l'information et on peut gérer le stock en temps réel. C'est-à-dire que dès qu'on sait que sur telle gamme, il ne reste plus que 3 modèles, là, à ce moment-là, le stock va envoyer directement dans la boutique. Avant, ils n'avaient pas cette vision-là. Et en milieu de l'après-midi, ils se disaient, ce modèle a succès, on n'en a plus et on ne peut pas sortir. Donc on est bien là dans le croisement des deux modèles. Oui. Donc, en gros, si je vous suis avec les exemples clients que vous avez donnés, si je vais chez Leroy Merlin pour suivre un cours de bricolage ou chez Monoprix un cours de cuisine, c'est aussi pour vivre une expérience client. C'est ça aussi qui va peut-être me faire choisir mon enseigne? En tout cas, c'est ce qu'espèrent toutes les marques. Et effectivement, c'est ce que cherchent aussi beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire qu'on veut vivre une expérience. Si on va dans une boutique, on veut qu'il se passe quelque chose. Sinon, on peut rester chez soi derrière son ordi ou avec son smartphone. Aujourd'hui, c'est le vrai pari de toutes les marques, de la grande distribution et de toutes les marques tout court, d'ailleurs, parce que on a eu cette approche de se dire à partir du moment où on a des sites, est-ce qu'on a besoin d'avoir des sites en ville? On se rend compte qu'en fait, la plupart des marques réintègrent le cœur des villes quand même, que les gens se déplacent et que les gens, ça représente encore plus de 80%, 90% même des gens qui font leurs achats en in-store. À partir du moment où il y a une expérience, nous, on est leader de l'expérience client, donc on y croit évidemment, mais à partir du moment où on partage une expérience qui correspond à l'ADN de la marque, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. On verra dans quelques exemples tout à l'heure que des fois, il y a des exemples qui sont peut-être un petit peu juste que boutistes, mais à partir du moment où on vit une expérience, oui, on a envie d'y rester, oui, on la partage, et on sait qu'on va dans telle marque pour vivre telle expérience ou pour connaître tel produit. Justement, à propos de ces exemples, donc je suis en train d'afficher une petite présentation. Ouais. Lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé de MediaMarkt au Benelux, qui est un peu un exemple. Oui, mais MediaMarkt, pour moi, c'est le magasin omnicanal. C'est un exemple de magasin omnicanal parfait. Alors aujourd'hui, il est Belgique, Benelux, Pays-Bas. Il y a 3 sites, mais ils ont vraiment une volonté d'implantation et de développement assez fort. Ils ont, d'abord, en termes d'omnicanalité, ils ont fait le pari qu'on pouvait tout faire de chez soi avec leur marque et ça leur fait pas peur. Donc, ils donnent la possibilité vraiment d'avoir une expérience. On peut visiter l'intégralité de la boutique de façon virtuelle en étant derrière son ordinateur chez soi, et ce, 24 heures sur 24. Ils ont poussé le curseur un peu plus loin, c'est-à-dire que si vous êtes chez MediaMarkt et que vous avez votre smartphone, vous pouvez faire un achat sur votre smartphone. Là, le click and collect, comme ils ont géré avec le RFID, ils ont une meilleure gestion du stock. C'est pas un click and collect, on va dire, classique. Le click and collect classique, c'est plus révolutionnaire. Il y a plein de marques qui ne le font pas. Je pense qu'il faut y penser parce que ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire venir les gens qui ont fait leur achat sur Internet dans la boutique. Donc après, à vous d'avoir des vendeurs, des vendeuses et des produits événementiels ou des produits tout court qui font rester les gens, et au lieu de prendre juste leurs produits, ils vont être curieux, ils vont en prendre 2 ou 3 autres. Eux, leur promesse, c'est de délivrer, et c'est souvent délivré en 24 heures, ce qui est déjà pas mal. Leur promesse, eux, c'est de le délivrer en 1 demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être dans un embouteillage, vous dire tiens, je vais passer à côté de MediaMarkt, je fais mon achat, je sais qu'une demi-heure après, je passe devant, je rentre, et tout ça. La même appli, on la voit sur une des images là-haut, vous permet de vous déplacer à l'intérieur de la boutique. Donc si vous cherchez un produit bien particulier, vous tapez le produit, ça vous fait un plan. Si vous commencez à taper 2 ou 3 produits, ça peut faire un plan intelligent, c'est-à-dire que potentiellement, en fonction des produits que vous cherchez,
là, on n'est pas dans l'alimentaire, mais bon, enfin, dans l'exemple qu'on voit. Mais enfin bon, je vais faire simple. Vous prenez de la sauce tomate, vous prenez des pâtes, il y a de fortes chances qu'ils vous fassent passer un moment par le stand de parmesan, exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, comme ils ont parié sur l'innovation, ils ont décidé de donner la place à des startups. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des startups belges, néo-zélandaises, mais aussi internationales, qui présentent leurs produits, qui présentent leurs solutions. Donc, c'est une pépinière. Ça veut dire que les clients qui vont là-bas, d'abord, savent qu'il y a ça. Donc, ça leur intéresse de savoir ce qui peut se passer dans le futur. Il y a plein de jeunes startups qui vont là-bas pour présenter leurs produits. Fil aurait pu, au tout début, aller là-bas pour dire bah voilà, je vais m'en faire ma démo là-bas pendant 15 jours, un mois et tout, et se dire c'est génial ce truc-là, et donc on veut ça. Donc ça permet après de le développer chez eux et puis dans d'autres marques. Et puis après, en termes d'événementiel, parce que s'il n'y a que de la techno, de temps en temps, ça peut faire peur. Ils ont fait un autre pari, c'est-à-dire qu'on peut prendre chez eux, on le voit aussi, hein, un café vraiment préparé par un expert, un véritable barista. On n'est pas juste dans un coin où vous avez la machine à café et tout ça. Vous avez un corner sur lequel vous pouvez vous poser, prendre du temps. Évidemment, dans cet endroit-là, il y a des tablettes qui peuvent pousser du contenu et pareil, réexpliquer la promo du moment, réorienter le client. Et puis alors on le voit dans la photo d'en bas, on est en Belgique là. Donc grâce à l'impression 3D, l'impression 3D, nous on a tous souvent en tête le petit gadget qu'on va se faire en plastique. Bah, eux, ils vous font des tablettes de chocolat ou des décos de chocolat en 3D grâce à la techno 3D avec la forme que vous souhaitez. Alors, vous pouvez faire un message, vous pouvez faire une tablette en forme de cœur, en forme de poisson, ce que vous voulez. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc l'expérience, petite fille qui va être contente. L'expérience est assez complète et assez intéressante, et ça cartonne aujourd'hui dans ce pays. Donc on est bien dans l'achat plaisir avec des clients qui ont envie de passer du temps en magasin. Lorsque on a des clients pressés, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de plus en plus de clients pressés, hein, parce que les gens vivent de plus en plus en ville à travers le monde. Alors, il y a une solution qui me paraît pas mal. C'est-à-dire qu'on peut... on n'est pas partenaire, hein, mais en tout cas, on peut utiliser l'application Je File. Après, il faut avoir aussi... Qu'est-ce que la notion de perte de temps et d'être pressé? C'est-à-dire que de temps en temps, on peut être très pressé. Voilà. Donc on va faire le click and collect, la solution en 30 minutes, c'est parfait, on prend son produit, on part. Nous, on pense que une des grandes tendances qui va faire que les gens vont aller plus vite, c'est les moyens de paiement. La révolution des moyens de paiement, à partir du moment où on a des moyens de paiement via apps, et ben, on est dans la boutique, on prend son produit, on a l'application qui permet de payer, on y va. Donc, il y a des exemples, Starbucks, Apple. Aujourd'hui, moi, quand je vais dans mon Apple, à part si je veux vraiment un conseil d'un expert, il faut avoir déjà le temps. Alors là, pour le coup, la gestion d'attente est souvent un peu compliquée, malgré tous les efforts qu'ils font. Mais si je veux vraiment acheter le dernier MacBook Pro, là, je prends du temps. Mais pour tous les autres produits, j'y vais. D'ailleurs, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, mais quand je vais sortir, je prends un produit, je le mets dans ma poche. Forcément, les gars de la sécurité qui vont me tomber dessus. Eh ben non, c'est magique, ils savent que j'ai payé. Sur mon téléphone, je reçois ma facture. Tout est nickel. Si j'ai un problème avec le produit, je renvoie et tout, ça fonctionne très bien. Donc cette notion-là, déjà, ça c'est vraiment important. Les apps de paiement, on travaille, il y a beaucoup de banques et de systèmes qui travaillent avec et qui travaillent avec les marques pour aider ça. Je pense qu'il faudra universaliser les systèmes parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, certaines marques travaillent qu'avec certaines banques ou certains services, donc c'est un peu compliqué. Et puis après, parce que moi je suis dans la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'à un moment, si on a l'impression de ne pas perdre de temps, finalement on accepte plus d'aller lentement. C'est-à-dire que soit on est dans une... On est à l'attente et on a des écrans qui nous donnent de l'info, donc ça permet d'améliorer cette notion. Il y a une musique agréable, ça permet d'attendre un peu plus sereinement, ou alors à l'opposé, hein, dans un truc qui peut être assez anxiogène, mais qui du coup est très efficace en termes de non perte de temps. Chez Marks & Spencer, il y a 15 caisses. Il y a les numéros sur chaque caisse, il y en a souvent des chiffres impairs, donc on va dire 16. Il y a 16 caisses. Et typiquement, quand vous passez, vous avez en permanence caisse 3, caisse 7, caisse... Donc en fait, vous voyez, même si la queue elle est longue, comme il y a un chiffre qui passe tout le temps, vous dites là, en gros, ça va durer 3 minutes, ça va bien. Pierre Véal, vous avez du mal avec mon nom, hein?
Vial. Vial. C'est simple, vous Pierre m'appelez Pierre, c'est très Vial. bien, pas de problème. Vous nous avez expliqué que Mood Media donc, a été implanté dans le monde entier. Ouais. Vous êtes allé nous chercher un exemple en Chine Oui, avec un restaurant de nouilles. De noodles, oui. Alors le nom, ça j'ai toujours besoin de... Ren Ren Xiang. Ren Ren Xiang, c'est beaucoup plus facile que Vial en fait. Je me suis entraînée. Donc voilà. À Pékin, alors là on est dans quelque chose qui est, en tout cas pour nous, je pense occidentaux, certainement trop extrême, en tout cas qui va être une tendance assez forte. Eux, ils ont dit, et justement dans la gestion, vous ne voulez pas attendre. Donc en gros, vous ne voulez pas attendre votre serveur. Donc en gros, vous ne voulez pas attendre d'être servi. Donc en gros, vous ne voulez pas attendre pour payer. Donc vous passez par WeChat. Je ferai un petit focus sur WeChat après. Vous voyez là sur WeChat, vous avez les différents menus. Donc vous choisissez votre menu. Donc ça, vous pouvez le faire d'ici pour aller dans le restaurant, le fameux restaurant de noodles, ou parce que vous passez devant, ou vous pouvez aussi le faire sur des bornes qui sont à l'intérieur du restaurant. Vous passez votre menu. Et là, en gros, tout est envoyé intégralement dans les cuisines. Ils ont un système aussi par RFID qui permet d'augmenter la rapidité, la gestion du flux et tout ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un produit où ils savent que ça va prendre un peu trop de temps, ils vous indiquent que ça va prendre du temps. Donc si vous ne voulez pas attendre, en gros, vous prenez le menu sur lequel il y a moins d'attente ou pas. Et puis, simplement, ça vous appelle et vous avez une borne qui vous délivre le menu directement. Quand vous l'avez fait, vous avez fait l'achat et tout. En gros, vous pouvez rester dans un restaurant moins de 10 minutes, quoi, et vous avez passé votre commande, et payé, et mangé, et vécu une expérience, alors après digitale, parce que c'est très digital et tout ça. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. C'est en ça que moi je trouve l'exemple certainement trop extrême. Alors on est en Asie, hein, donc ils ont un rapport avec le temps et avec l'humain un peu différent de nous, mais certainement trop jusque boutiste. Mais en tout cas, ça va être une tendance forte quand même. Cet après-midi, sur un écologue, on sera encore plus sur du plus loin. Hein. En 2050, justement, on sera à plus de 3 milliards de personnes sur Terre, et dans ces pays-là, très nombreux. Donc là, et tout le monde, 80% des gens en ville, donc il faudra aller vite. Et donc sur certains services, effectivement, l'humain n'est pas nécessaire, ou en tout cas est perçu comme pas nécessaire. Moi, je pense qu'il faut un bon mix des deux. On verra des exemples plus vertueux, notamment dans le domaine aussi de l'alimentaire et tout ça. Mais donc en tout cas, c'est un exemple top. Et WeChat, voilà, tout se passe sur WeChat, qui est une application de messagerie généraliste. Très généraliste, qui cartonne en Chine. En Chine, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une gestion omnicanale. Il y a 300 000 sites qui sont équipés en Chine et qui travaillent avec WeChat. Eux, ils ont été au bout. Ren Ren Xiang. On voit que Starbucks en Chine utilise aussi WeChat, mais juste pour l'application paiement. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser... On peut utiliser qu'une partie. Eux, leur parti pris, c'était vraiment d'aller au bout. Mais parce qu'ils avaient des clients qui leur disaient, nous, on sait qu'on a notre plat de noodles préféré, on veut aller vite. En gros, c'était la logique, si on se souvient, des premiers McDo quand ils sont arrivés en Europe. Il y avait le modèle américain, ils sont arrivés à Londres, et puis après, ils sont arrivés en France. Et en France, par rapport à nos habitudes, on a fait infléchir la tendance. En disant, nous, on veut une qualité différente, un rapport au service différent. Moi, je me souviens, je ne suis pas si jeune que ça, dans les premiers McDo à Londres, on ne restait pas longtemps, la déco était moche, ça sentait le McDo, et on était content parce que c'était nouveau, mais voilà, en gros, ça s'arrêtait là. La déco revue à la française et tout ça, qui est devenu d'ailleurs un des modèles pour McDo. On est les seuls en France à avoir des logos typo, enfin une typo et un logo particulier en France. Mais les Français restent beaucoup plus longtemps dans leur McDo. Et aujourd'hui, les McDo veulent que les gens restent plus longtemps, d'où les McDo Café, d'où tout ça. C'est pour ça que cet exemple-là, il est intéressant. Mais il y en a un qui me paraît plus intéressant, c'est l'exemple d'après. On est toujours en Asie, avec KFC. Je crois que vous l'avez en photo. À Shanghai. Voilà. Où là, on est toujours sur l'ultra connecté. Alors, on peut aussi utiliser WeChat pour le paiement. KFC, ils ont fait un partenariat avec Baidu, qui est un bureau de tendance en Asie. Et eux, ils ont dit, nous, on va mettre un robot. On verra de temps en temps, les robots, ça peut paraître un peu anecdotique. Mais ils ont fait un robot assez intelligent qui parle 98% des dialectes chinois, donc il y en a
beaucoup, j'imagine, plus toutes les langues occidentales et tout ça. Donc en gros, vous passez votre commande directement au robot. Ça va beaucoup plus vite que sur une borne tactile. Que l'on commence avant, que l'on connaît maintenant, notamment avec les McDo et puis d'autres marques, hein, les KFC & Co. Et là, vous parlez au robot et vous lui dites, bah voilà, moi je veux tel produit, tel produit, tel produit. Et le menu est préparé automatiquement dès que vous passez le menu, et vous faites aussi le système de paiement, alors soit par application de la carte, soit en rentrant de façon plus classique. Ils ont décidé, alors ça c'est la partie ultra connectée, d'accord, pour gagner du temps au passage en caisse pour passer la commande. Après, on peut décider de rester aussi plus longtemps et de vivre une expérience. Donc, sur leur table ou sur leur plateau, il y a la possibilité alors sur certaines tables, de recharger ses smartphones, ça c'est assez classique, d'avoir sur les plateaux des QR codes sur lesquels ça vous renvoie sur une plateforme de téléchargement de contenu fait entre Baidu pour KFC, donc ce qui vous permet vraiment de dire bah là la programmation de ce restaurant-là, je l'adore, en tout cas ces morceaux-là, je les adore. Vous pouvez les intégrer dans votre application et vous pouvez décider de rester là et de les écouter. Voilà. Donc ça fait, il y a un côté jukebox, vous restez plus longtemps. On a la playlist et voilà. KFC et on a la playlist téléphone. KFC. Voilà. Il y a plein de marques qui adoraient travailler sur des playlists. C'est très compliqué dans certains pays. Avec les droits à SACEM et Wanco, ça peut coûter assez cher. Mais en tout cas, sur certaines marques, ça a vraiment du sens. KFC, c'est assez étonnant parce que on va se dire dans l'univers du retail, ça paraît peut-être plus évident parce qu'il va y avoir des campagnes de pub avec des mannequins célèbres sur lesquels on met un titre et où on fait du brand content. Avec KFC, ça paraît plus loin, mais en fait, les gens restent plus longtemps pour le coup parce qu'il y a cette expérience-là et ils se passent et ils s'envoient les programmations. Donc, en gros, si je suis fabricant de sandwich au poulet, il faut aussi que je sois capable de designer des services, d'innover dans des services aux clients. Là, vous parlez de musique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de services clients innovants à travers le monde que vous avez repérés? Oui, alors il y a pas mal de choses. C'est-à-dire là, si on est sur les services, c'est-à-dire il y a des robots et des chariots intelligents qui vont vous suivre. Donc aujourd'hui, dans certains sites, on voit, c'est beaucoup en Asie aussi, des robots qui vous suivent. Vous pouvez programmer sur une interface sur le robot, sur une tablette, en gros, les produits phares que vous avez, ou scanner votre liste et en fait vous suivez. Enfin, c'est plutôt vous qui suivez le chariot du coup, qui va vous faire le parcours client. On suit son chariot. Ouais, voilà, c'est ça. Il va quand même pas encore aller chercher les produits à l'intérieur pour les mettre, mais ça voilà. Donc ça c'est une idée. Le produit c'est Starship et on le voit en Asie. Ouais. C'est pas mal. Il y a les vitrines connectées. Les vitrines connectées, on en voit dans certains modèles, dans certaines marques en Allemagne. Je me souviens d'Adidas qui avait essayé une vitrine connectée sur laquelle on pouvait regarder la profondeur du catalogue. C'est pas forcément ce qu'il y avait en boutique, mais en tout cas la profondeur du catalogue directement sur la vitrine. On pouvait même passer l'achat. Alors là, justement, quand on parle de révolution technologique, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que l'exemple d'Adidas, c'est il y a 3 ans. Ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? Parce que voir les produits, ça fonctionne bien. Après, c'est intéressant en termes d'expérience, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde le ROI, il faut pouvoir acheter des produits. Mais derrière la vitrine, c'était un peu compliqué. Ils avaient fait un système sur lequel vous tapiez en gros votre code sur la vitrine. Donc ça, j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec des codes comme ça qui vont prendre le risque de taper leur code sur la vitrine, donc ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on travaille avec certaines marques qui ont vraiment des solutions où, en gros, vous n'avez pas besoin de toucher la vitrine, vous êtes à 2 cm de la vitrine et vous pouvez faire défiler le produit. Et justement, avec les systèmes de paiement intelligents, votre carte, vous n'avez plus besoin d'interagir directement avec soit une application qui est marquée à l'intérieur, soit avec les nouvelles cartes avec des puces intégrées. Vous pouvez envoyer l'info
qui va vous envoyer directement sur votre application. Là, vous êtes chez Adidas, si je reprends cet exemple-là, en l'occurrence, c'est pas eux qui travaillent sur ça aujourd'hui, mais vous êtes chez Adidas et tout, vous décidez de prendre ce sweatshirt-là, la vente est à, je sais pas, 100 €, donc avec le nouveau système, hein, c'est bloqué à 20 €, c'est pas possible. Par contre, sur votre application, ça vous dit, est-ce que vous êtes intéressé? Et là, tout se passe dans votre poche ou dans votre main de façon discrétionnaire, et ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment, encore une fois, les modes de paiement, j'en parlais tout à l'heure pour couper, pour aller plus vite, bah, ça va aussi vraiment inciter ça. Et ça, quelque part, moi, quand je parle de parcours client, quand j'ai des clients qui me demandent, dans tous les domaines, hein, il nous faut des écrans, d'accord, c'est quoi le contenu? C'est quoi ton ADN d'abord? Tu veux pousser quoi comme message? L'ADN de la marque. L'ADN de la marque, hein, parce que pour moi, aussi bien la musique que l'olfactif, que l'écran doit correspondre à l'ADN de marque. Ce qui est important, c'est que le client, pour qu'il se déplace, il connaisse les valeurs de votre marque, il sait ce qu'il va retrouver. Hein. On voit quelques exemples plutôt dans le retail avec des marques qui n'ont pas su transformer ça et qui vont malheureusement pas très bien aujourd'hui. Mais l'ADN de marque, s'il y a ça, et donc typiquement, les gens me disent les écrans, mais il nous faut des écrans en vitrine. Et puis après, le parcours client, quelques bornes, peut-être un écran arrière-caisse, voilà. Et puis moi, je suis tombé sur des marques qui me disent, bah voilà, on a notre film publicitaire, c'est parfait. Bah, ton film publicitaire, c'était une marque d'enfant avec une charmante petite fille, un charmant petit garçon qui court dans un champ, et génial, mais en vitrine, tu montres que 2 produits. En arrière-caisse, tu donnes pas les informations nécessaires. En gestion de fil et de fil d'attente, il se passe pas ce qu'il faut. Enfin voilà, donc on est loin du truc. La vitrine, on va dire, de demain, sur l'espace vitrine qui sera virtuel et qui permettra aussi de voir la totalité de la gamme et ou pas, elle peut pour moi rester, on va dire, sur des produits phares la journée, la nuit s'activer en mode site web d'achat. Du coup, on a une boutique ouverte 24/24. Et plus d'interactivité avec plus avec d'interactivité, ces il y a de la possibilité d'acheter tout ça. Et on n'a peut-être pas les problèmes sociaux et humains d'imposer. Certaines marques aimeraient certainement le faire, de pouvoir imposer à des gens de rester 24/24 pour que la boutique soit vraiment ouverte. Mais elle peut vraiment être ouverte. Et ça, on parle de solutions qui existent déjà, qui sont en train de s'installer dans certains établissements et qui vont cartonner dans les 2 ans. Quoi. On peut imaginer aussi des hologrammes qui disent aux passants, viens, rentre dans ma boutique. Oui, ça, il y a Paul Smith qui a fait ça à Londres sur un de ses vaisseaux amiral avec des hologrammes, vraiment avec des personnages à l'intérieur sur les vitrines d'entrée, avec vraiment qui faisaient vraiment des signes. Allez, viens, rentre ici. Il y a des super produits. Les mannequins changent, les tenues changent, la gestuelle change. Et en fait, si personne passe devant la boutique, il se passe rien. Hein. Il y a le défilé des produits normaux Paul Smith. Dès que quelqu'un passe devant, ça reconnaît un passage d'individu. Et là, il y a toute la scénographie qui fait que on incite les gens à rentrer. Voilà. Toutes les intelligences artificielles, les chatbots, les données qu'on récupère sur le client permettent aussi une hyper-personnalisation des services et des produits. Oui, alors ça, c'est vraiment une des tendances les plus fortes. Alors on l'a vu tout à l'heure parce que, alors sur les produits c'est évident, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut aller chez une marque justement parce qu'on connaît son ADN, on sait le code et on veut le code d'appartenance. Mais le client d'aujourd'hui, il a passé ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il veut qu'on reconnaisse son appartenance sociale, ethnique, corporatiste. Voilà, les jeunes sont très forts pour ça et tout ça. En même temps, ils veulent la petite touche de folie qui va les personnaliser, qui va les différencier. Si demain on porte tous des vestes bleu marine, ce qui est souvent notre cas chez nous, les messieurs, c'est bleu marine, noir ou gris, et ben pourquoi pas avoir un col personnalisé, une surpiqûre personnalisée, tout ça. Donc soit avant on allait chez des grands couturiers pour faire du sur-mesure et trouver la touche qui différencie. Aujourd'hui, toutes les marques permettent de faire ça. Mais je vais aller plus loin dans le domaine de l'alimentaire. On regardait tout à l'heure les impressions 3D. Il y a vraiment des marques qui travaillent. Alors, il y a des exemples, on va dire, assez simples. McDo est en train de travailler sur
fortement poussé par la concurrence d'ailleurs, mais sur l'hamburger que vous faites vous-même. Pas que vous faites vous-même, mais en gros, vous allez dire, je veux tel produit, tel produit, tel produit, je vais pousser ça. Mais ils vont aller plus loin, c'est-à-dire qu'à l'impression 3D, il y a des marques qui vont vous dire, bah, le McDo, il sera plus rond, vous avez un esprit carré, vous pouvez manger un McDo carré. Vous êtes amoureux, vous pouvez faire un McDo pour votre amoureuse en forme de cœur. Enfin voilà. Et ça, il y a vraiment des exemples de restauration aujourd'hui qui existent et qui poussent ça. Donc voilà, et donc on est dans l'habillement, c'est évident, hein, il y a pas mal de marques, hein. Si vous allez à Londres, allez chez Primark, allez chez Topshop, vous avez des corners vraiment où en un quart d'heure, vous dites je veux ceci, je veux cela. Chez Nike aujourd'hui, chez Nike, ça fait longtemps qu'on peut faire des baskets customisables. Il faut souvent attendre 3 semaines à un mois. Dans certains flagships Nike, celui de Londres, c'est sûr, à Paris, on est en train d'y travailler. Il y a des mini-personnalisations avec, justement, grâce à l'impression 3D, où ils peuvent vous graver des messages sur vos chaussures. Et ça, c'est en un quart d'heure, quoi. Donc là, on vit vraiment une expérience, c'est-à-dire que vous êtes à côté de la personne qui le crée, vous lui dites vraiment je veux tel message, vous le voyez faire devant vous, c'est-à-dire que quelque part on est chez Nike, hein, donc on va pas dire qu'on est chez le petit artisan du coin, et vous vivez chez Nike une expérience d'artisanat, puisque ils customisent votre produit, entre changer les lacets, ça c'est facile, rajouter 1 ou 2 pépites d'or ou de diamant, si vous voulez, en fonction si vous êtes un joueur de football, mais vous pouvez faire justement comme les stars de tennis ou les footballeurs qui ont leur nom marqué sur leurs chaussures, vous pouvez l'avoir et en un quart d'heure, une demi-heure. Donc ça, c'est quand même assez sympa, quoi. Donc on peut imaginer, par exemple, on veut acheter un vêtement, vous donniez l'exemple de North Face quand nous avions oui, il y a North Face aussi, voilà. Cet entretien. Tout à fait. Ça veut dire que je vais choisir sur catalogue un vêtement et ensuite je vais pouvoir l'avoir à mes mesures, quasiment en temps réel dans le magasin. Ça, c'est l'autre tendance aussi. Et puis on verra, il y a un exemple de magasin qui va plus loin. Mais effectivement, dans la personnalisation, il y a le petit détail, et puis il y a le fait d'avoir du sur-mesure ou du quasi-sur-mesure. Avant, ça coûtait très très cher. Encore une fois, on allait dans des endroits très spécialisés pour le faire. Aujourd'hui, grâce aux données que vous allez donner, vous faites 3 achats chez North Face. Dans certains North Face encore, hein, tout n'est pas toujours globalisé et encore internationalisé, mais c'est la tendance en tout cas. À un moment, ils vont récupérer des données, donc ils vont savoir que Pierre Vial a telles habitudes d'achat, donc ils vont pouvoir faire du conseil sur si vous mettez ce haut-là, peut-être avec ce bas-là, ça va bien. Puis ils vont voir que vous prenez toujours ces tailles-là. Et puis, ils vont plus loin, c'est-à-dire que leurs vendeurs aujourd'hui, dans les boutiques qui proposent ce service-là, vont voir que peut-être il y a une taille de trop ou le bas est pas bien, ou vous faites toujours, vous dites c'est un peu large. Donc, ils ont la possibilité de dire maintenant, si vous allez dans la boutique, prévenez-nous avant. Et en gros, il y aura des produits sur mesure, ou en tout cas, dans une semaine, vous avez le produit sur mesure. Donc, on est. Encore une fois, North Face, on n'est pas sur une marque qui fait normalement du sur-mesure, on est vraiment sur des gros volumes. Et avec la récupération de la data, donc on est vraiment au croisement techno, expérience, parce que vous avez envie, si vous allez chez eux, d'abord vous allez dans la boutique, donc c'est pour vivre une expérience, et vous avez envie de ressortir avec quelque chose qui vous va bien et qui vous colle à la peau, et donc vous pouvez le faire. Dans les autres exemples, hein, avec justement la 3D, il y a Louis Vuitton qui a fait un flagship, qui a décoré complètement tout son flagship en Asie. C'est toute la dernière collection avec justement des impressions 3D. Mais il y a Lego à Londres. Pour pas aller jusqu'en Asie, Londres c'est plus simple. Ça va arriver en France très rapidement. Ça coûte un peu cher, mais l'expérience est très sympa. Dans le flagship Lego de Londres, vous avez une machine, vous arrivez, en fait c'est un photomaton, donc vous faites votre photo classique. Il faut être une personne. Hein. Pour avoir essayé avec des clients à 3, ça ne fonctionne pas. Mais une personne, vous faites votre portrait, et un quart d'heure après, vous avez la matrice du portrait en Lego. Donc vous pouvez faire votre portrait Lego en 3D. Après, à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Mais voilà, ça paraît assez simple. Mais en tout cas, c'est assez ludique. Ça coûte aujourd'hui, je dirais des bêtises, ça coûte un peu cher. Mais en tout cas, l'expérience est super. Alors, les enfants sont dingues. Donc voilà quoi. Donc voilà quelques exemples.
Ça veut dire, grâce à cette data, lorsque je suis un client et que je vais dans une boutique Nespresso ou autre dans un magasin dans le monde, on va pouvoir me reconnaître si je vais à Paris, Nespresso, à Tokyo, à vous avez Sydney. raison. Nespresso, aujourd'hui, ça a échappé à personne. Donc pratiquement tous les Nespresso du monde, c'est assez magique la première fois que ça arrive. Vous arrivez avec votre petit panier, vous mettez vous-même vos sélections, vous le posez sur une machine et ça va vous dire et le prix et les différentes couleurs que vous avez pris et donc les affinités. Alors ça, c'était déjà assez sympa. Donc encore là, on est toujours sur le système RFID qui est vraiment très très utilisé et on n'en est vraiment qu'au début. Moi, je travaillais chez Vente Privée il y a 5-6 ans, on s'en servait vraiment que pour la gestion de stock et le tracking des produits. On voit aujourd'hui qu'en termes de marketing, on va plus loin. Donc là, on est sur quelque chose, encore une fois, qui fait gagner du temps, qui est assez sympa comme expérience. Les premières fois, en tout cas, c'est assez bluffant et tout ça. Du coup, ils ont décidé d'aller plus loin. S'ils voient que vous aimez le café bleu, vert, jaune, ils vont vous dire, ben là, on travaille sur un nouvel arôme qui peut correspondre à vos goûts. Donc, on vous recommande de tester notre nouveau café orange, violet. Évidemment, vous avez un message. Ils vous disent de pouvoir aller le tester parce que leur corner café est toujours très bien fait. Vous pouvez aller le tester sur ça. Et ces infos-là vous suivent. C'est-à-dire que demain, vous êtes à New York, ils peuvent vous dire, bah voilà, le panier moyen de ce que vous faites, c'est toujours ça. Est-ce que vous voulez la même chose? Et donc, ils peuvent aller encore plus loin. C'est-à-dire que quelque part, vous n'avez même pas à les prendre. Vous montez votre téléphone, vous montrez le truc. Et les vendeurs sortent directement la commande initiale et peuvent vous faire cette reco-là. C'est vraiment, moi je pense que aujourd'hui, alors avec la 3D, avec l'intelligence artificielle et tout ça, le futur du retail, ça va être sur le sur-mesure apporté. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du sur-mesure, on n'est plus sur du prêt-à-porter. La notion, ça va être ça. Mais je parle de vêtements, mais je parle d'alimentaire. Là, dans les exemples que je donnais, c'était vraiment ça. Vous parliez d'étiquette RFID. Oui. Donc ça permet aussi de communiquer, d'avoir des objets communicants et de pouvoir connecter l'objet que l'on veut acheter avec l'ensemble des services du magasin. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a un exemple là qui parle de ça. Le RFID, encore, ça permet, soit la gestion de stock, ça c'est plutôt pour vraiment problématique professionnelle, mais c'est très très important. Mais il y en a qui l'ont poussé à l'extrême. Alors il y a deux marques qu'on ne connaît pas bien en France qui sont américaines. Rebecca Minkoff, qui est une marque de location de vêtements, ou Rent the Runway, qui fait vivre ce genre d'expérience. Alors les deux, donc en fait, nous avons des images là on a Rent the Runway. En fait, sur les deux, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est dans du prêt-à-porter, on est sur de la gestion à la fois au départ de vente de gros, puis après ils ont créé leur marque et leurs produits et leurs services. Et ça pourra être dupliqué dans l'alimentaire. Et le dernier exemple sera sur l'alimentaire. Mais sur ça, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez. Il vous demande de récupérer vos données, soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone. Vous savez que grâce à ça, vous allez vivre une expérience. Déjà, ils vous disent, grâce à ça, vous avez un personnel chopper qui va vous apporter un café, un thé, un jus d'orange et tout. OK. Vous avez pu déjà préalablement, si vous avez l'application ou si vous avez été sur le site, déjà préparer une commande. Ça, c'est fort possible. À partir du moment où vous avez donné vos coordonnées, et si vous avez fait une précommande en ligne, on vous dit, madame, vous avez une cabine qui vous est dédiée. Dans cette cabine-là, vous avez toute la collection des produits que vous avez choisis, et puis les produits complémentaires. C'est-à-dire que avec le petit haut noir, tel pantalon blanc, telle jupe noire, sont pas mal. Ça, on peut le faire de façon très interactive. Ça va vous préciser les différentes tailles, les différents coloris. Vous l'avez vu en noir, mais il existe aussi en bleu, en rouge, en vert. Et si vous le prenez en vert, d'ailleurs, on ne vous recommande plus ce bas noir ou ce bas blanc, mais on vous recommande plutôt ce bas vert ou d'une autre couleur. Enfin bon. Donc ça fait ça. Une fois que vous avez fait votre première sélection et tout ça passe en fait par les informations que vous avez données sur tel ou tel produit. C'est le RFID qui va faire la combinaison et la gestion
et ce mélange d'informations pour que toutes les datas puissent remonter les données et ces propositions-là. Au même moment, il y a des vendeurs qui sont équipés de tablettes, les fameux personal shoppers, et qui voient ce que vous avez sélectionné. Le temps qu'ils préparent la commande ou qui vous disent bah, écoutez, le personal shopper va venir vous voir pour savoir l'expérience que vous avez vécue. Là, vous êtes dans des boards assez sympas pour prendre encore une fois ce que vous avez décidé au départ, le café, le thé, le jus d'orange ou quoi d'autre. Là, le personnel shopper va venir. Il va vous dire oui, vous avez fait une super sélection, bravo et tout ça. Mais est-ce que vous avez pensé au foulard? Est-ce que vous avez pensé au chapeau? Est-ce que vous avez pensé à la paire de chaussures et tout ça? Et nous, on pourrait vous conseiller ça. Ils vont vous montrer des collections de défilés avec des mannequins et des fashionitas qui nous font toutes rêver, sur lequel vous dites bah ouais, là, je me reconnais vraiment dans cette personne-là, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Ouais, rajoutez-moi le chapeau. Le temps d'attente, il y a aussi des bornes, ce qui peut vous permettre de vous dire je vais quand même regarder les nouveaux produits parce que leur système, comme ils ont des collections qui tournent, mais qu'ils ont aussi une gestion de stock de produits de gros et de produits de location de produits, en fait, ils peuvent avoir des nouveaux produits avec quelqu'un qui a pris un vêtement qui l'a ramené. Et donc, du coup, en instantané, dans la gestion de stock, ce produit-là est rajouté. Donc, la petite veste noire que vous vouliez qui n'était plus en stock, le temps de prendre le café et tout ça, elle peut réapparaître. Donc, vous pouvez la reprendre. Elle va être poussée sur la page en disant, au fait, ça, c'est arrivé. Enfin, voilà. Donc là, la boucle, elle est vraiment incroyable parce que les gens restent plus longtemps. Il y a quand même de l'humain, contrairement à l'exemple chinois. Hein. Le vendeur, il est avec sa tablette, mais c'est pas un frein en fait. C'est vraiment pour donner du conseil, de l'expertise. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qui est important. Et en plus, si vous restez, on va dire, très ultra connecté derrière la commande que vous avez fait chez vous sur votre smartphone, la commande que vous avez fait dans votre cabine seule, parce que vous avez 2 écrans qui vous permettent de le faire. On les voit là. Et pendant la période d'attente où justement on vous pousse des produits, il y a encore des écrans. Pour quelqu'un qui veut parler à personne et qui veut tout faire sur écran, il peut le faire aussi, jusqu'à l'acte d'achat final. Il nous reste 5 minutes pour un dernier exemple qui justement montre comment est-ce que la technologie peut être au service du client. C'est Copitalia. J'adore cet exemple parce que, alors là en plus, chez Faudalis, ça nous parle peut-être encore un peu plus, mais Copitalia, donc c'est à Milan, et donc c'est le futur magasin digital, la grande distribution digitale. C'est un endroit mais ultra connecté, c'est-à-dire quand vous rentrez dans ce magasin, donc eux pour le coup c'est du pur alimentaire, ou quasi du pur alimentaire, on va voir pourquoi, mais il y a d'abord un mur d'écran qui fait plus de 20 mètres avec du contenu, et derrière chacun des produits, il y a des écrans vitrines. Mais quand je dis des produits, là on n'est plus du tout dans le retail et dans le vêtement, hein, c'est vous choisissez une tomate. C'est en Italie, vous choisissez une tomate. Vous allez avoir 2 typologies. Bon, certainement en Italie, il y en aura 50, mais enfin, on va dire, vous allez en prendre une. Dès que vous approchez la main de la tomate, l'écran qui est derrière va voir le geste de la tomate et va vous remonter toutes les infos sur le produit. Là, vous êtes sur une tomate qui est produite à 15 km, vous êtes dans un produit local, éco-responsable. Voilà les valeurs, voilà le goût, en gros, voilà le terroir du produit et tout ça. Vous prenez la tomate d'à côté, qui sera certainement moins chère, celle-là, ou pas d'ailleurs. Celle-là, elle vient d'Espagne. Alors, je ne vais pas faire de guerre Italie-Espagne, c'est juste que là, dans l'exemple, on est à Milan, donc c'est un bon exemple. Donc déjà, en termes d'éco-responsabilité, on n'est pas sur la même chose. Le format est différent et ils peuvent aller plus loin. C'est-à-dire que celle-là, elle est parfaite pour préparer la bonne sauce tomate pour faire les pâtes. Celle-là, elle va être parfaite pour une salade de tomates voilà, typique. Donc ça, c'est des infos qui sont poussés, ça va donner évidemment le produit, le calibrage et tout ça. Si on est sur des produits plus complexes, ça peut dire attention, là il y a du gluten, attention, là on est sur donc ce type d'infos dont tout le monde a besoin, et comme il y a de plus en plus de personnes allergiques aujourd'hui, c'est aussi assez important. Le fameux mur d'écran qui est à l'entrée, qui fait 20 mètres, enfin, qui couvre pas mal. En gros, est un mur d'écran qui va en temps réel réactualiser le produit. C'est-à-dire va pouvoir dire, là, il y a un produit phare,
Il se trouve que, attention, la tomate milanaise a eu un gros succès. Il nous en reste plus que 3 kilos. Donc si vous voulez aller l'acheter, c'est maintenant. Je parlais avec quelqu'un hier soir qui me disait ouais, mais on peut faire ça en disant qu'il reste plus que 3 kilos. Et puis en fait, il reste 50 kilos. Donc on va. Oui, ça c'est possible. Après, ça c'est la gestion de data. Mais en gros, moi je trouve ça génial parce qu'on est vraiment dans un endroit où là, la technologie n'est pas juste pour. Ben voilà, il nous faut des écrans, il nous faut de la techno. Non, elle sert vraiment à pousser un produit, pousser les valeurs que l'on veut montrer. Encore une fois, Coop a dit, nous, on veut que ce magasin-là, qui est expérimental, soit le futur de nos magasins, et on puisse communiquer avec nos clients et sur des valeurs assez importantes. Et donc, quelles que soient les valeurs qui vont vouloir pousser, ils vont pouvoir le faire. Après, il y a des bornes, on va dire, plus classiques, sur lequel vous pouvez commander vos produits, faire des achats, commander en ligne, aller chercher le click and collect aussi, mais dans l'alimentaire, c'est pas toujours le cas. Hier, on a vu certaines apps qui sont assez sympas, qui permettent de le faire, mais en tout cas, voilà. Et moi, j'aime assez l'idée de, justement, sur des produits simples, hein, voilà, quand on parle de tomates, c'est simple, quand on parle d'autres produits aussi, d'avoir l'info, ben là, la traçabilité, c'est ça. Là, attention, on est sur un produit qui vient de tel endroit. J'entendais ce matin aux informations que, justement, les fameuses petites boîtes de tomates concentrées, soi-disant faites en Italie, viennent de Chine, et que s'il y a marqué tomate et sel, en fait, dans la composition, pour ceux qui ont été faire l'étude en Chine, il y a de la tomate, du sel, puis il y a 3 autres poudres, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, mais Revenons elle est mise en boîte du futur. à Milan. Merci beaucoup Pierre Vial de Mood Media France. A-t-on des questions sur Twitter, sur le hashtag ? Je m'approche donc de notre monsieur web, Charlie, pour relayer ces questions. Merci. Peut-être qu'on peut échanger de micro. Comme ça, donc je vais me faire le relais, le porte-parole en fait des internautes. Il y a eu pas mal de réactions, de questions très suivies. Apparemment, les gens sont assez impressionnés par tous les exemples qui ont été donnés. Une des premières questions, c'était sur les dispositifs qui envoient des données sur les smartphones. Est-ce que ça ne serait pas trop intrusif ? Alors ça, c'est la grande question de la data et du fait que c'est intrusif ou pas. On a eu quelques exemples, alors là je vais rester franco-français, mais en France sur des boutiques, sur des malls et ou des magasins de grande distribution qui sont voulus et qui sont positionnés vraiment sur, attention, venez chez nous, c'est le magasin de demain avec justement des poussées d'infos et tout ça. Dans certains malls, certaines personnes passent et en gros passent devant 3 boutiques et vont avoir 3 infos en disant venez chez moi, moins 5% là, venez chez moi, un personnel shopper là, venez chez moi, telle expérience là et tout ça. Moi, nous on pense que il n'y a pas d'intrusivité à partir du moment où on est dans l'espace dans le magasin. C'est-à-dire que on passe dans la rue, on est interpellé et tout ça. Les milléniums, ça dort. Hein. Les autres, un peu moins bien. Et moi, effectivement, la notion d'intrusivité, je pense qu'elle est personnelle. Mais si on est dans une boutique, je trouve assez génial de pouvoir, à partir du moment où on a décidé, si on va sur une application, mais comme quand vous avez la carte fidélité classique en plastique ou en carton, à partir du moment où vous donnez votre adresse email, où vous donnez votre nom, où vous donnez votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, en vous disant peut-être que pour mon anniversaire, je vais avoir une promo et tout ça, vous acceptez ça. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est quand vous êtes dans un espace où vous n'avez rien accepté et qu'on vous pousse de la pub. Il y a beaucoup de tendances qui reviennent sur ça. Il y a eu, je ne le citerai pas, mais un grand centre commercial de la région parisienne qui a vraiment communiqué sur le côté ultra connecté et sur lequel, au terme de ROI, ça ne se passe pas très bien et ils ont très mal communiqué, je pense, parce qu'ils sont allés trop fort sans expliquer pourquoi, comment ça pouvait se passer. À Londres, il y a une boutique qui vend des trench coats assez célèbres, qui à un moment s'est dit, nous, on va mettre que des bornes et on va faire que pousser de la data. Ça s'est pas bien passé du tout parce que sans vendeur, ça se passe pas bien. Donc s'il n'y a pas de vendeur, s'il n'y a pas d'humain, c'est compliqué. Ou si on n'explique pas ce qu'on veut avec la data. Une autre question dans le public ?
Madame. Oui, bonjour. 2-3 questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'une étude sur l'expérience client. Oui. Cette étude, elle est accessible où? Sur votre site? Alors, elle est accessible sur notre blog et sur notre site. D'accord. Voilà. Et puis, sinon, il y a mon nom sur mon site. Vous m'envoyez des mails et moi, je peux pousser l'étude sans aucun problème aussi. Deuxième question par rapport à vos offres. Vous avez parlé de murs d'écran. Est-ce que ça fait partie de vos prestations? Tout à fait, tout à fait. Très clairement, hein, notre ADN qui est né dans l'audio, c'est l'in-store. Donc, on a suivi l'évolution. Il y a 63 ans, on vendait que de l'audio. Il y a 20 ans, on s'est mis à vendre du digital et de l'olfactif. Aujourd'hui, en France, 60% du chiffre d'affaires de Mood est fait par le digital. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas en nombre de clients, parce qu'évidemment les solutions digitales et les ventes d'écran et le contenu à l'intérieur, tout coûte plus cher. On est sur une expérience différente, mais c'est typiquement ça. Un de nos gros clients, qui est Renault, pour ne pas le citer, pour mieux vendre leur Clio qui était personnalisable, ils avaient des écrans, on va dire, avec de la pub. On leur a dit, c'est pas ça, il faut changer toute l'expérience client. Il faut que le vendeur ne fasse pas peur. Quand vous allez chez un concessionnaire, le vendeur fait toujours peur d'une façon générale. C'est moi qui suis directeur commercial, je le sais. Mais quand le vendeur passe derrière son ordinateur et se met à son bureau, normalement, vous êtes en rétractation. Là, l'idée, c'était de dire, avec la tablette, vous allez à côté du couple, souvent à côté de la femme, parce qu'en termes d'achat de voiture, mais comme dans beaucoup d'achats, c'est la prescriptrice, c'est celle qui choisit au final. Vous la faites jouer avec la tablette, elle personnalise sa voiture. Un toit bleu, des poignées rouges, voilà, telle motorisation, automatique, pas automatique, l'intérieur comme ça, tel gadget de gobelet que je veux. Ça, c'est ce que Renault peut faire. Pour que l'expérience soit plus complète, on peut appuyer et envoyer sur 9 écrans ou 10 ou 12 écrans pour que tout le monde le voit. Les clients qui sont autour vivent l'expérience et peuvent même dire, moi je ne mettrai pas le toit bleu, je le mettrai jaune, orange, enfin bon. Au final, c'est presque le consommateur ou la consommatrice. D'ailleurs, on a formé les vendeurs de Renault pour qu'ils fassent ça, pour que ce soit la personne qui clique en fin de simule et qui dise, quoi, ça coûte que ça, avec tout ce que j'ai rajouté et tout. Et pratiquement, s'ils cliquent sur un deuxième bouton, ils peuvent même faire le bon de commande, quoi. Donc, voilà. Donc oui, effectivement, on vend des écrans, et beaucoup, et de plus en plus, puisque c'est une tendance très très forte et qu'aujourd'hui, les moyens techno, c'est plus les grands écrans très épais, très larges et tout ça, le LED, les mini LED et la finesse du pitch peut vraiment permettre, aussi bien dans l'univers du luxe que dans la grande distribution plus massive, de faire des choses très sympas. Une dernière question, puis on repasse la voix au web. Troisième question, dernière question. Est-ce que dans vos prestations, vous proposez du social wall? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec quel ROI? Avec quel usage? Alors oui, on propose du social wall. On l'a fait chez Key West, on l'a fait dans certains grands systèmes, plus sur de l'événementiel. En termes de ROI, c'est très compliqué d'avoir des retours vraiment probants aujourd'hui, moi je trouve. Par contre, en termes d'image, c'est assez important. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est surtout ça. Et non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'allais vous dire en termes de ROI, chiffre d'affaires, on ne le voit pas. D'engagement. En termes d'image, quand on est sur des événements, ça cartonne à fond. Et encore une fois, avoir un social wall pour avoir un social wall, c'est comme avoir un écran pour avoir un écran. C'est comme mettre de la musique dans son store pour mettre de la musique, ou de se dire la marque d'à côté a mis une solution olfactive, je vais en mettre une. Il faut que ce soit pensé et tout ça. Quand c'est bien pensé, quand il y a une vraie raison d'avoir un social wall et une vraie communication entre ses clients et accepter aussi que ça puisse être négatif, hein, c'est-à-dire voilà. Alors on sait tous les moteurs qu'il y a derrière pour enlever certains mots, certains termes et tout, c'est normal. On est tous habitués. Après, il y a de plus en plus de marques qui le font et plus les marques sont mainstream, sont ouvertes sur les autres et véhiculent des valeurs, on va dire, d'ouverture, plus ça fonctionne. Après, il faut vraiment avoir une véritable volonté d'échange. Hein. Mais c'est une vraie tendance. Du social wall à Twitter, la transition est facile. Charlie, une autre question sur le hashtag Fodali?
Alors des questions sur l'hashtag Fodali, mais aussi en fait directement sur le site de Fodali, sur lequel est retransmis en audio en fait ce débat. Une question peut-être pour sortir, bon je vais mettre de côté les questions peut-être un peu plus techniques, mais une en termes de management. Est-ce que vous recommanderiez d'associer les collaborateurs d'une enseigne, d'une marque, à une réflexion sur l'expérience client? Complètement. Et comment non, mais complètement. Alors, on va dire sur ce qui fait, mais on va dire sur la totalité des sens. Mais on va dire l'audio, par exemple, c'est frappant. C'est-à-dire que nous, dans notre système, on met en gros une moyenne de 800 titres qui correspondent à l'ADN de la marque. D'accord ? Quand on fait un brief créatif, c'est entre 600 et 800 titres. Et encore une fois, en fonction de ce qui va être poussé, on va renouveler tous les mois ou tous les 2 mois 20% de la programmation. À titre d'exemple, moi j'ai travaillé chez Énergie il y a très longtemps. La programmation d'énergie annuelle, c'est 2000 titres. Donc on est sur 800 titres. Voilà. Et dans les 2000 titres, il y en a 200 qui sont les hits. Le reste, c'est des hits revisités ou des golds. Mais donc on est déjà sur 800 titres. Voilà. Mais c'est évidemment pour parler aux clients. Mais la première personne qui entend les titres, c'est la responsable de boutique, c'est vos vendeurs, c'est les vendeuses, c'est les gens qui s'occupent du stock et tout ça. Donc eux, ils écoutent ça, pas 24/24, mais 24/24 de leur vie professionnelle. Donc s'ils n'adhèrent pas, ça ne fonctionne pas. Les remontées terrain sont très négatives. Et donc très souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on est étonné. Moi, j'ai été étonné d'entrer dans une boutique dont je connais la marque et je connais la programmation, qui est plutôt pop-rock, alors ça me va bien. Et je suis rentré, c'était un pur morceau de techno. J'ai adoré le morceau, je l'ai chasamé, mais quand j'ai été voir le responsable de la boutique, je dis oh, génial ce morceau. Et le mec me dit ah oui, j'adore ce morceau et tout ça. Et j'ai vu en fait, il avait débranché le player, il avait mis son iPhone. Ce qui veut dire qu'en corrélation de ça, la marque qui avait fait une campagne très axée rock, parce qu'ils faisaient des collections capsules sur des blousons de moto, de motards et tout ça, je ne dis pas que les gens qui écoutent de la techno ne conduisent pas de moto, et voilà, mais en tout cas, par rapport à tout l'ensemble des médias, ça n'allait pas. Et les collaborateurs, nous, on les fait venir. Il y a juste un sens sur lequel on évite de faire venir trop de collaborateurs. Moi, je recommande toujours vraiment qu'ils fassent des remontées intéressantes. C'est sur l'olfactif. L'olfactif, ce qui est le sens le plus primal, si vous êtes plus de 3 autour d'une table pour choisir la solution olfactive qui va correspondre à votre marque, vous n'avez jamais de décision. Sur la musique, vous pouvez avoir des fous de jazz, des fous de rock, des fous de techno, des fous de musique classique. À un moment, on va arriver à sortir l'ADN et les 800 titres. En olfactif, jamais. En écran, on s'appuie, on travaille toujours beaucoup plus avec et les architectes en amont et les agences de pub et les gens de la marque. Et moi, je demande toujours est-ce qu'il y a des représentants des boutiques, parce qu'on parle de boutiques. Nous avons d'autres questions sur Twitter. Ce que je propose, puisque nous sommes arrivés au bout de cet entretien, c'est que Pierre Vial, donc de Mood Media, réponde ensuite aux questions directement aux internautes sur Twitter auprès de Charlie, notre monsieur web. Je vous remercie à tous pour votre présence, et surtout un grand merci à Pierre Vial pour la sélection d'exemples innovants à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Puis je suis disponible si vous avez des questions.